Passer aux questions. Si vous avez encore le temps d'aller sur l'onglet QR et d'indiquer, d'écrire les questions que vous souhaitez poser à nos deux orateurs. J'en ai une tout de suite pour Guillaume. Guillaume, tu as parlé d'optimisation du traitement médical. On a bien compris que c'était primordial pour le pronostic. Mais après avoir obtenu le traitement médical optimal, combien, selon toi, faut-il attendre de temps avant de décider ou non de la mise en place d'un défibrillateur et sous-cutané ou implantable? Dans les recos, c'est 3 mois, ça peut paraître long, c'est pas assez. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est probablement pas assez. On peut se demander si le délai de 3 mois est pas un petit peu arbitraire finalement, parce qu'on l'a vu avec l'étude HF-HOP notamment, le remodelage ventriculaire, il se fait sur le moyen terme. En tout cas, 3 mois, ça paraît finalement relativement peu pour que la fraction d'éjection s'améliore, enfin se stabilise, on va dire, hein. Alors, je pense que l'enjeu, c'est surtout de savoir au terme des 3 mois, chez quel patient on va continuer à intensifier le traitement avant d'aller un petit peu plus loin, de proposer d'autres choses, et quels sont ceux chez lesquels finalement on se dit qu'on a atteint le maximum de récupération possible. Alors, je crois qu'il faut tenir compte de la nature de la cardiopathie. D'abord, on sait que les ischémiques vont probablement récupérer un petit peu moins que les non ischémiques, en tout cas c'est ce que montrent les études. Donc peut-être que chez un patient ischémique avec une séquelle de nécrose, sans viabilité, des zones de fibrose, 3 mois suffiront. Je pense qu'à l'inverse, sur une cardiopathie non ischémique, on sera probablement tenté d'attendre plus longtemps. Alors peut-être que 6 mois pourrait être un délai plus raisonnable. Je pense que la problématique sera peut-être surtout de continuer à intensifier le traitement au terme des 3 mois. Et on l'a vu dans Strong, à 6 mois, les patients sont un peu moins bien traités qu'à 3 mois, en fait, hein. Donc je pense que l'enjeu, c'est peut-être ça aussi, c'est comment est-ce qu'on continue à rester suffisamment impliqué dans la prise en charge du patient pour continuer à optimiser le traitement, ou en tout cas à ne pas diminuer les doses des thérapeutiques, ce qu'on est des fois tenté de faire quand même après quelques temps. Alors François le disait, peut-être que les gens se plaignent déjà des fois de choses qu'on attribue finalement à la cardiopathie elle-même et qui relèvent plus du déconditionnement. Alors des fois, on est tenté de diminuer les bêta-bloqueurs ou l'entresto, je ne sais quelle molécule, parce que les patients se plaignent d'être fatigués, bon, est-ce que ça, c'est pas justement le déconditionnement plus que le traitement lui-même? Bon. Puis dernière remarque, pour le défibrillateur en particulier, c'est que la plupart des études qui ont validé l'utilisation du défibrillateur en prévention primaire, c'est des études qui ont déjà une vingtaine d'années avec des traitements qui n'étaient pas ceux qu'on a aujourd'hui. Donc, je ne suis pas certain que si on faisait les mêmes études avec nos quadrithérapies actuelles, on obtiendrait les mêmes résultats. Et quand on regarde Danish, par exemple, qui est une étude plus récente chez les non-ischémiques, les patients étaient quand même mieux traités que pouvaient l'être les patients du début des années 2000, et les résultats, pour le coup, étaient moins probants. Alors certes, les cardiopathies n'étaient pas les mêmes, c'était des non-ischémiques, mais sur la mortalité totale, ils ont eu bien du mal à démontrer un bénéfice. Donc, Oui, 3 mois, c'est sans doute le strict minimum, et je dirais que chez un patient non ischémique, alors à plus forte raison, quand on n'a pas atteint les doses optimales de traitement, je serais tenté d'attendre plus longtemps. J'espère qu'il n'y a pas de rythmologue là dans l'assistance. Mais 3 mois, c'est en tout cas le strict minimum. Ouais, je pense. Mais Guillaume, pour compléter je partage tout à fait ton point de vue, déjà sur les Danish, qui nous a quand même fait réfléchir, hein. Moi, en tout cas, ça m'avait fait réfléchir, parce que déjà avant, tout simplement parce que je pense qu'on a des patients qui n'ont pas bénéficié en particulier de réadaptation efficace. Ouais. Et par exemple, pour en revenir à ce que tu disais, le déconditionnement, je me rappelle, nous avons sorti régulièrement des patients de liste de transplantation par le réentraînement. Et je me souviens d'être arrivé à convaincre M. Daubert qui voulait mettre un patient sur liste de transplantation. Quand je l'ai testé à l'effort, j'ai vu que c'était ses muscles qui étaient en cause. Et on l'a réentraîné et il n'a jamais été transplanté, ce patient. Mais par contre, il a continué à vie à faire de l'activité physique. Donc, je ne dis pas que ça solutionne tout, mais je dis que n'oubliez pas que vous avez cette cartouche, si je peux dire, dans votre armement quand même. Quand vous ne l'utilisez pas, n'hésitez pas à l'utiliser, ou au moins à vous poser la question. François, quand on n'a pas accès dans nos régions un peu dépeuplées médicalement à une personne dédiée à l'entraînement, à l'entraînement de l'insuffisance cardiaque, que peut-on lui conseiller? C'est 30 minutes, 3 fois par semaine, de marche rapide, de vélo, de piscine? Alors, les recommandations pour tout le monde, c'est 30 minutes par jour d'activité physique modérée. 3 fois 10 minutes, 6 fois 5 minutes, c'est ça. Ça, c'est le minimum.
Après, si je pars dans l'activité physique adaptée, c'est donc une activité physique que je vais adapter à chacun. Pour répondre à la première partie de ta question, avant tout, allez voir sur votre ARS. Normalement, sur le site de l'ARS, vous avez une partie, un onglet Sport Santé. Et dedans, vous avez les éventuelles maisons sport santé ou autres structures qui pourront vous aider. C'est assez bien fait généralement. Alors, c'est vrai qu'il y a des régions qui sont très défavorisées, hein, ça c'était tout à fait vrai. Il y en a qui sont très favorisées. Nous, en Bretagne, il y en a beaucoup de maisons sport santé. Ce n'est pas le cas partout, mais je crois que ça vaut quand même la peine. Je pense que dans votre région, vous n'êtes pas si mal lotis, hein. Il y a les Hauts-de-France qui sont, et puis même la région parisienne, il n'y a pas beaucoup de maisons sport santé en fait dans la région parisienne. Et donc ça c'est pour la première partie donc, de ta question. Et après, il faut vraiment évaluer le patient en lui expliquant, il faut que vous fassiez donc chaque jour un peu de marche, chaque jour vous arrivez à peu près à 30 minutes, et 3 fois par semaine, un petit peu plus, donc un peu de gymnastique chez vous. Hein, il suffit de prendre, c'est pas très compliqué, une demi-bouteille d'eau, 500 grammes, et puis vous travaillez les bras, c'est du renforcement musculaire. Ne pas hésiter à monter 1 ou 2 étages quand vous devez les monter. Vous n'êtes pas forcé de les prendre, l'ascenseur. Moi, ce que je dis toujours à mes patients insuffisants cardiaques, un étage, vous pouvez le monter. 2, c'est trop dur, bah, ok, vous montez un étage, vous prenez l'ascenseur au premier. Par contre, à pied, vous descendez toujours les escaliers. Pourquoi? Parce que quand je descends un escalier, je fais un travail musculaire excentrique qui est très bon pour le renforcement musculaire. Et vous remarquerez, essayez demain, quand vous descendez les escaliers, vous n'êtes jamais essoufflé. Et votre insuffisant cardiaque ne sera jamais essoufflé en descendant l'escalier. Et il fait du renforcement musculaire. Et en plus, il travaille sa coordination, son équilibre. Donc je leur dis, il faut vraiment que vous associez 3 fois par semaine. Alors ce jour-là, vous n'êtes pas forcé de faire vos 30 minutes de marche, mais entre 30 et 40 minutes, où vous avez de la marche, vous montez quelques étages, un peu de gymnastique chez vous. On peut très bien faire un petit peu d'abdominaux, il suffit d'apprendre. Hein, ils peuvent toujours trouver un coach sportif qui leur donne 2 leçons, etc. Ça suffit. Mais il faut qu'ils comprennent que le problème principal qui va se passer avec l'évolution du vieillissement et de leur maladie, c'est qu'ils vont détruire leurs muscles. Et s'ils perdent leurs muscles, c'est fini. Hein, il faut le savoir. Donc, c'est très important. Et nous, on a plein de patients qui quand ils ont essayé, ils ont revu qu'ils retrouvaient une autonomie, ça leur change la vie. Hein. Pensez à la qualité de vie de nos patients. François, pour rester pratique, on a une question d'un de nos participants. Comment fonctionnent financièrement les maisons sport et santé? Est-ce que c'est la sécurité sociale, les caisses qui leur donnent l'équivalent d'une finance pour l'instant, il n'y a pas de remboursement de l'activité physique adaptée dans les maladies chroniques. Ça nous avait été promis lors du dernier plan de financement, du plan de financement pour la sécurité sociale. Ça a été promis avant et Bercy n'a pas ouvert les vannes. En tout cas, c'est ce qu'on m'a donné comme excuse. Ça va peut-être changer puisque dans l'étude dont je vous ai parlé tout à l'heure, je vous donne quand même quelque chose d'assez impressionnant. Économie de santé par patient, 1 000 € par an. Ouais. Puis ceux qui font l'activité physique adaptée chez ceux qui n'en font pas. Ils en font seuls, là. Hein. Ils continuent à en faire. 1 000 € par patient. C'était des coronariens, ce n'était pas des insuffisants cardiaques. Mais si vous multipliez par le nombre de coronariens, ça va faire quelques économies. Donc là, je pense que la CNAM va réfléchir, surtout que c'est une étude article 51, donc qui est financée par la Sécurité sociale. Après, ce n'est pas la CNAM qui décide. La CNAM peut dire on va rembourser, Bercy peut dire on ne remboursera pas. Donc, pour répondre à ta question précisément, c'est nous, à Rennes, on est très soutenus par l'Agence régionale de santé qui nous donne un budget annuel. Et puis, vous avez autrement les financements, les remboursements peuvent se faire par les mutuelles. N'oubliez pas que la plupart des mutuelles donnent un chèque qui peut aller de 200 à 400 € par an, qui peut permettre d'aider. Et puis, de toute façon, les municipalités, nous à Rennes aussi, la municipalité participe à la prise en charge, etc. La ville la plus, comment dire, qui soutient le plus, c'est Strasbourg. Strasbourg, c'est pas compliqué, c'est près de 2 millions d'euros pour l'activité physique adaptée par an. Alors, nous, à l'Institut Cœur Saint-Gatien, on a une aide de l'ARS pour proposer les séances d'éducation thérapeutique avec un kiné et un coach sportif qui font des séances, mais pas régulièrement pour nos patients. C'est le problème, on ne peut pas financer
toutes ces séances, et on essaie de les faire plus régulièrement en prescrivant pour les kinés, c'est rééducation des 4 membres qui est remboursée par la Sécu. C'est-à-dire, Oui. et le kiné fait un certain nombre de séances, les patients est entièrement remboursé. Ben, c'est vrai que c'est l'avantage des kinés par rapport aux APA, c'est que en fait, les kinés peuvent faire passer des séances d'APA sur des séances de kiné standard, comme c'est fait pour plein de choses, et je les comprends, puisque de toute façon, les APA, eux, ne sont pas des paramédicaux. On voudrait qu'ils soient reconnus comme des paramédicaux au même titre qu'un ambulancier, par exemple, hein, ça ne me choquerait pas. Pour l'instant, là encore, ça coince, mais je désespère pas que nous y arrivons. Après, il faut peut-être se poser la question de vraiment, est-ce que le patient n'est pas prêt à financer? Nous, on a mis à Rennes, dans notre CHU, un centre santé bien-être, c'est-à-dire qu'on propose de l'activité physique adaptée à toutes les malades chroniques des services de l'hôpital. Eh bien, ceux qui viennent nous voir, ils ont 8 séances et après, ils doivent aller à la maison sport santé. Mais nous, on ne paye plus à ce moment-là. À l'hôpital, ils sont pris en charge, puisqu'on fait passer ça sur des séances de réadaptation avec surveillance de la fréquence cardiaque, enfin selon ce qui est autorisé. Et à ce moment-là, ben, on est à 60% de nos patients, ils se sentent tellement mieux après 8 séances qu'ils sont prêts à payer leurs séances dehors. Donc, il faut mettre le pied à l'étrier. Il faut montrer aux patients tout ce qu'il va gagner par ces séances-là. Et je vous dis, dans notre cas, on est à 6 sur 10 des patients. Il y en a 4 qui disent, bon, ben, moi, je ne veux pas payer. Très bien, 40%. Et puis, il y en a 60% qui sont prêts à le faire. Donc, l'idéal, peut-être que, avec ce que vous avez mis en place, c'est que il est arrivé, par exemple, il faut quand même à peu près 8 séances, hein, globalement, pour qu'on passe vraiment sur l'autonomie. 8 séances, c'est le minimum. Donc, enfin, qui continue après. Donc, si vous arriviez à prendre en charge, par exemple, on va dire entre 4 et 8 séances et qu'ils voient vraiment l'amélioration, comment ils se sentent mieux, eh bien, je pense qu'il y en a qui seront prêts. Si vous leur dites, vous savez, vous pouvez continuer, vous pouvez aller dans la maison sport santé, je ne sais pas, de Tours, etc. Prenez contact, etc. Je pense que vous seriez surpris. François, j'avais une question aussi pour toi. Est-ce qu'il faut se soucier avant de la reprise de l'activité physique adaptée du taux d'albumine ou des autres protéines des patients? Parce qu'on a beaucoup de patients insuffisants cardiaques qui sont dénutris et des taux d'albumine qui sont bas. Est-ce qu'il faut en parallèle leur donner des protéines? Est-ce que c'est nécessaire pour reprendre l'activité physique ou non? Alors, pour la reprendre, non. Moi, j'ai tendance à en redonner, oui, parce que je pense que c'est bénéfique indépendamment de l'activité physique. Alors, c'est vrai, on entend toujours dire que les gens qui font beaucoup de musculation prennent des protéines, mais je pense que c'est pas du tout les mêmes. C'est pas la même population et le métabolisme d'un insuffisant cardiaque, de musculaire, n'est pas le même que celui d'un culturiste, hein, ou d'un gars qui fait vraiment de la musculation. Mais moi, j'aurais tendance à conseiller de toute façon d'augmenter le régime protéique parce que pour leur bien-être, déjà, ils se sentiront mieux et ils pourront sûrement plus facilement faire de l'activité physique que s'ils n'en prennent pas. Donc oui, j'associerai les deux, moi. J'ai une question, François, probablement un peu difficile, pour laquelle la réponse n'est pas évidente. On a certains patients qui sont dyspnéiques alors qu'ils sont très bêta-bloqués, et on vise un bêta-blocage optimal. Et lorsqu'on leur fait la VO2 max, on constate qu'elle n'est pas optimale parce qu'il y a une insuffisance chronotrope sous bêta-bloquant à full dose. Bêta-bloquants à full dose, je rappelle, qui sont nécessaires pour l'optimisation du traitement médical. Qu'est-ce que tu conseilles? Est-ce que tu conseilles de diminuer légèrement la dose de bêta-bloquants pour tenter d'améliorer les symptômes, pour tenter d'améliorer l'activité physique, quitte à moins les protéger sur les systèmes sympathiques, parasympathiques, avec un risque plus important de troubles du rythme, de remodelage intra-VG? Ça, c'est une question qu'on a fréquemment quand même. Je ne sais pas si tu as ce genre de problème aussi. L'insuffisance chronotrope fait partie bêta-bloquant ou pas, l'insuffisance chronotrope fait partie de la maladie des signes de l'insuffisance cardiaque. Moi, tous mes insuffisants cardiaques, ils avaient des insuffisances chronotropes. Et c'est pour ça que le fait de les réentraîner améliore la fréquence cardiaque maximale. Après, on est dans une situation difficile. Tu l'avais prévenu quand tu m'as posé la question. Je pense qu'on ne peut pas généraliser. Moi, je suis un ayatollah en rien. C'est-à-dire que si mon patient va bien, si je vois qu'en lui diminuant un petit peu sa dose de bêta-bloquant,
Tout se passe bien, ce n'est pas un patient à haut risque, arythmogène, etc. Le remodelage, on a attendu assez longtemps, comme l'a dit Guillaume, etc. Qu'est-ce que je prends comme risque? À lui diminuer un petit peu le bêta-bloquant pour l'autoriser à bouger. Parce que le fait de bouger, ça lui apporte tellement de bénéfices dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qui vaut mieux? Il vaut mieux un insuffisant cardiaque qui est tellement bêta-bloqué, tellement essoufflé qu'il ne bouge plus du tout. Donc, je diminue son espérance de vie, puisqu'il ne bouge plus du tout. Ou bien, diminuer un peu le bêta-bloquant pour lui permettre de le libérer un petit peu, lui donner quelques battements de plus à l'effort et moins d'essoufflement, et qui va accepter de faire l'activité physique avec tous les bénéfices que ça a, et peut-être par exemple lui permettre de continuer à marcher avec son épouse ou avec son époux, un petit peu pour quand elle va se promener ou qu'il va se promener, ou aussi d'accompagner ses petits-enfants. Moi, je suis insuffisant cardiaque, je prends la deuxième solution. Voilà. Mais toi, médecin, tu prends aussi la deuxième solution? Moi, je la prends, oui. Moi, je la prends. D'accord. Moi, je suis sûr et certain, je n'ai aucun doute que l'activité physique, c'est indispensable. Donc, si quelque chose me bloque, par exemple avec les statines, c'est très clair, le sportif qui est sous statine qui me dit qu'il a mal aux jambes, je lui diminue ses statines. Et en accord avec François Paillard, qui connaît quand même bien la prévention cardiovasculaire, des fois, je donne des statines un jour sur deux. J'aime mieux qu'il fasse de l'activité physique avec des statines un jour sur deux, que plutôt qu'il fasse plus du tout d'activité physique, donc il risque d'accumuler, de monter son inflammation chronique, il risque de se taper un diabète de type 2, etc. Et tout ça parce que j'aurais équilibré son cholestérol. Franchement. Alors que statine plus cholestérol, plus activité physique, ça marche mieux que statine seule. Donc, je garde les deux, je préfère diminuer les médicaments. Alors, j'ai toujours des cas extrêmes, hein, où là, vraiment, on est démunis. Hein. Mais ce sont des patients, de toute façon, dont le pronostic est très mauvais. Mais moi, franchement, dans ma pratique, je fais tout pour que le patient puisse bouger. Voilà. Quitte à donner Par exemple, je vais lui dire, je peux aussi adapter mon entraînement. Tout à l'heure, on a parlé de 30 minutes. Je peux très bien lui dire, écoutez, marchez 5 minutes. Je vous donne juste un exemple pour que vous compreniez bien la problématique. Ce n'est pas moi, c'est une chirurgienne de chez nous spécialisée dans les cancers digestifs des personnes âgées. Elle me connaît, elle m'a entendu radoter 50 fois la même chose, donc elle m'a dit, tiens François, j'ai décidé maintenant mes patients, quand je vais les opérer, donc personnes âgées, cancer digestif, j'ai 3 semaines à 1 mois de délai. Je leur dis, marchez tous les jours 15 minutes. 15 minutes tous les jours jusqu'à ce que je vous opère. Eh bien, elle me dit, c'est pas compliqué. Ceux qui marchent 15 minutes tous les jours restent 3 jours en hospitalisation après l'opération. Ceux qui ne le font pas restent 6 jours. 15 minutes de marche chaque jour pendant 3 semaines. Et après ça, ces patients-là continuent à marcher ceux qui avaient commencé à marcher avant. Donc, ça veut dire que, bien sûr, ce serait mieux de faire 30 minutes de marche, mais s'ils peuvent faire que 10 minutes, eh bien, faites-les. Et si je vois qu'il me dit qu'il est très essoufflé, je lui dis, bah, écoutez, c'est pas grave, essayez de marcher 3 fois 3 minutes dans la journée. Vous voyez, mais baisser les bras sur l'activité physique, c'est vraiment c'est trop dommage, je trouve. Voilà. Eh bien, messieurs, je pense qu'on a fini. On a passé une soirée très intéressante. Merci à François, merci à Guillaume. Merci à vous. Tous les deux de l'optimisation nécessaire des traitements et de l'activité physique pour améliorer le pronostic de nos patients. Merci aux nombreux participants d'être restés aussi longtemps. Je crois qu'il y a encore 35 personnes. Il est tard. Bonne nuit à vous tous. Et j'espère à un prochain webinaire dans les semaines peut-être pas immédiates, mais prochainement, on en reparlera avec l'équipe d'e-Device. Bonne soirée à tout le monde. Merci, bonsoir. Au revoir. Au revoir. Merci, François. Merci.